Et un grand merci d'être avec nous sur la chaîne Tech Co avec ce nouveau rendez-vous. Ça s'appelle Tech et Débat et régulièrement sur Tech Co, nous nous retrouverons pour nous intéresser à un fait d'actualité, une personnalité, à une tendance, un produit, avec un doc, bien évidemment, réalisé par la rédaction de Tech Co, mais aussi après un débat pour aller plus loin. Et pour ce premier numéro, je vous invite à nous intéresser peut-être au Léonard de Vinci des temps modernes. Il s'agit d'Elon Musk. Elon Musk qui est en train de révolutionner des pans entiers de l'industrie, l'espace, l'automobile, la santé aussi. Elon Musk, faut-il en avoir peur? Eh bien, on va regarder tout de suite un documentaire sur ce sujet et on en parlera avec nos experts qui me rejoignent ici même sur ce plateau. Faut-il avoir peur d'Elon Musk? Un long format signé Florian Huvier, Athénaïs Keller et Pierre-Oscar Brunet. Pour commencer, je vais vous demander les 5 adjectifs qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à Elon Musk. Génie, Sérieux, visionnaire, atypique, Imprévisible, punk, charismatique, troll, fou, différent, perché, fantasque. fantasque. This is Elon Musk. C'est l'une des informations de la nuit et c'est fait. Elon Musk rachète Twitter pour 44 milliards de dollars. In many ways, Twitter has been a dark, dark place. I hope it doesn't get any darker. Quand on cherche à résumer la personnalité d'Elon Musk, on ne sait pas trop par où commencer. Mais en fait, l'histoire d'Elon Musk, c'est celle d'un petit garçon qui a peur du noir. Quand j'étais petit, j'avais très peur du noir. Mais ensuite, j'ai réalisé que le noir, c'était juste l'absence de photons dans le spectre visible, entre 400 et 700 nanomètres. Et puis, je me suis dit que c'était bête d'avoir peur d'un manque de photons, et je n'ai plus eu peur du noir. On sait qu'Elon Musk vient d'Afrique du Sud, que son père est ingénieur promoteur et qu'il possède des mines d'émeraude. On sait que sa mère est mannequin. C'était un enfant très introverti. Il a dit de lui-même récemment dans une émission de télé, le Saturday Night Live, une émission humoristique américaine, il a dit récemment qu'il était atteint du syndrome d'Asperger. Bon, c'est la première fois qu'il fait une déclaration comme celle-là, c'est-à-dire que c'est un syndrome qui le place dans le spectre autistique. Hein. Et les gens qui le côtoient disent qu'il a un comportement assez spécifique. C'est vrai que c'est pas le patron lambda. Mais en tout cas, ça dénote sans doute une difficulté à s'ouvrir aux autres et enfant, il avait plutôt tendance à rester dans sa bulle, alimenté par un imaginaire très fort. C'est un léger autisme qui fait que parfois ce sont des gens qui sont dans leur bulle, qui vivent dans un monde un peu à part, qui ont une intelligence qui est redoutable et qui aussi ont du mal à se faire comprendre et à être en phase avec l'immense majorité de la société. Donc c'est vrai que c'est un personnage à part, différent, mais génial. Depuis tout petit, Elon Musk développe une passion pour la science-fiction. Son rêve, c'est d'aller au-delà des frontières terrestres, de dépasser les contraintes matérielles pour apprivoiser l'inconnu. Et l'inconnu, en 1984, c'est Internet. Elon Musk, il a tout juste 50 ans, donc il a connu le moment de l'explosion de la micro-informatique. Jadis, les ordinateurs, c'était des machines géantes qui faisaient un boucan pas possible, il leur fallait quasiment un open space à elles toutes seules. Il a connu le moment où l'informatique s'est miniaturisée et est arrivée dans les bureaux, mais aussi dans les domiciles. Et donc lui, il s'est fait offrir assez tôt un premier micro-ordinateur. Il s'est lancé dans la programmation et ça l'a jamais lâché, puisque c'est quand même un homme du numérique, Musk. À 12 ans, Elon Musk code son premier jeu vidéo. Il le vendra à 500 $. Ça s'appelle Blastar et ça ressemble à ça. À partir de là, pour faire court, Musk quitte l'Afrique du Sud pour le Canada, puis les États-Unis. Alors qu'il s'apprête à entrer à l'université prestigieuse de Stanford, en Californie, il décide finalement d'arrêter ses études pour créer sa première entreprise. Il a créé cette première entreprise Zip2 qui a été un annuaire téléphonique, un annuaire d'entreprise en ligne. Il l'a revendu, ça lui a permis de gagner 22 millions de dollars, donc à 27 ans il est devenu multimillionnaire. Et ensuite, dans la foulée, il en a créé une deuxième qui s'appelle X.com, qui, contrairement à ce que son nom indique, c'est pas ce qu'on pense. C'est l'un des premiers systèmes bancaires en ligne qui, par la suite, par un jeu de rachat, s'est rebaptisé PayPal, qui a été également revendu cette fois à eBay. Et dans cette revente, il en a eu pour, je crois, 200 millions de dollars. Donc là, déjà, il a commencé à prendre en ampleur et c'est comme ça qu'il a commencé à grandir au sein de la Silicon Valley et à se faire un peu plus connaître.
Après la vente de PayPal, Elon Musk prend une autre dimension. Au-delà de l'homme d'affaires, le public découvre une personnalité pour le moins originale, celle d'un visionnaire. C'est quelqu'un qui a une image du monde tel qu'il devrait être dans le futur. C'est une image qui est alimentée par ses lectures. Jeune homme, petit garçon, il était très féru de littérature de science-fiction, de bande dessinée. Il l'est toujours d'ailleurs, hein. Mais tout ça lui a donné des images mentales de ce que devrait être le futur. Et maintenant qu'il est en capacité de le faire, il essaie de plaquer son imaginaire à la réalité. I think a future where we are a spacefaring civilization and out there among the stars is infinitely more exciting and inspiring than one where we are not. You basically have to hate humanity if you don't like that future. On dit que c'est un fou. Non, c'est pas un fou. C'est quelqu'un qui imagine des choses, qui a des rêves, quasi des rêves de gamin, et qui se sent capable de les réaliser. Il essaie de façonner le monde de demain à l'image de ce que lui, Elon Musk, imagine ce qu'il doit être. Sa fortune lui permet de raccorder ses projets à ses rêves d'enfant. Son but, améliorer l'espèce humaine et conquérir l'espace, tout simplement. C'est quelqu'un qui a une capacité, un petit peu comme un buvard, de s'imprégner des problématiques scientifiques et d'aller très profondément dans des sujets qu'a priori il ne connaissait pas avant ça. Toutes les grandes idées, tous les grands fantasmes de science-fiction, c'est-à-dire partir de la Terre, aller vivre sur une autre planète, c'est-à-dire commander une machine avec son cerveau, c'est-à-dire avoir des voitures qui roulent toutes seules, finalement, il s'est dit, je vais le faire. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait tous les blockbusters de science-fiction, qu'on prenait les idées les plus fortes et qu'on décidait de le faire dans la vraie vie. So for those who really care about not just the humans, but all the life on Earth, it is very important, essential, that over the long term, that we become a multi-planet species and ultimately even go beyond the solar system and bring life with us. We created Tesla to make a difference in the world. The world desperately needs sustainable transport. If we don't solve this problem this century, we are fracked. Comment c'était Elon Musk avant Tesla? Avec sa fortune, il y avait deux ambitions. La première, c'était l'industrie spatiale, donc la plupart de ses fonds étaient consacrés à SpaceX. Et il lui restait un petit pécule, mais qui était quand même énorme, hein, parce qu'il faut quand même investir dans un constructeur automobile, c'est pas un investissement mineur. Et donc c'est ce qu'il a choisi, avec le côté un peu plus, on va dire, investissement plaisir, d'investir dans une marque automobile. D'une certaine manière, on peut considérer qu'Elon Musk est assez visionnaire, avec ce côté du pari sur le 100% électrique, d'avoir mis beaucoup d'argent assez tôt dans Tesla, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être présenté comme le fondateur, alors que techniquement, c'est plutôt un des premiers investisseurs et que c'est pas lui qui a fondé l'entreprise. On se rappelle que quand il n'arrêtait pas de tweeter un terme, il disait « boring »,« je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, c'est ennuyeux ». Puis il parlait de lance-flamme et on se disait il part totalement en vrille, et un jour, il annonce la création d'une société qui s'appelle The Boring Company. Le projet au départ, c'était de creuser des tunnels pour faire passer Hyperloop. Et pour financer ce train, il lance un lance-flamme qu'il vend 500 $, il en vend 200 000. C'est un jouet, mais qui s'est arraché parce qu'il vend aussi des gadgets sur ses sites internet qui s'arrachent parce qu'il a une espèce de fan club qui lui est réellement fidèle. Il y a aussi un adjectif qu'il faut utiliser pour caractériser Musk, c'est qu'il est cosmiste. Être cosmiste, c'est approuver cette phrase qui vient du père de l'industrie spatiale soviétique et russe, qui consiste à dire que la Terre est le berceau de l'humanité et que personne ne reste toute sa vie dans son berceau. Donc Musk, il croit vraiment à ça. Il y a deux façons d'aller sur Mars, je veux dire avec des astronautes humains. Il y a l'exploration et il y a la colonisation. L'exploration, les experts du spatial sont tous à peu près d'accord, c'est possible et ça va être fait. Le projet de Musk, c'est pas l'exploration, c'est la colonisation, hein, c'est le Far West. Ça veut dire on y va, on établit des villes et on établit une nouvelle civilisation. Le fait d'envoyer des fusées, de faire réatterrir des lanceurs, les plus grands ingénieurs spatiaux, il y a encore 10 ans, disaient que c'était impossible et tout le monde riait au nez d'Elon Musk quand il avait cette idée-là. Grâce à ce récit, il parvient à emporter le public et donc les financiers, les acteurs industriels, politiques. Il les amène dans un récit qui
avant d'arriver sur Mars, lui permet d'alimenter tout un business model. What's the purpose of sending a car to Mars? There's no point. Obviously, it's just for fun, and to get the public excited. 0. Ignition and liftoff. Les velléités de conquête spatiale d'Elon Musk lui confèrent un poids politique incomparable à celui des autres hommes d'affaires. En voulant explorer pour mieux régner sur l'espace, Elon Musk se retrouve seul acteur privé en concurrence directe avec les grandes puissances internationales dans la course aux étoiles. 我可以负责任地向大家证实，今年7月和10月，美国太空探索技术公司发射的星链卫星，先后2次接近中国空间站。在此期间，中国航天员正在空间站内执行任务。出于安全考虑，中国空间站采取了紧急避碰措施。美国口口声声宣称所谓负责任外空行为概念，自己却无视外空国际条约义务，对航天员生命安全造成严重威胁。这是典型的双重标准。 Aujourd'hui, il a commencé à installer déjà presque 2000 satellites en orbite basse de la Terre pour alimenter notre planète en un Internet qui tombe du ciel, sans fil, et qui permet à tout le monde sur la planète d'avoir le web, ce qui est un projet qui paraît assez valeureux et positif, mais qui pose des problèmes énormes parce qu'il a fait ça, en gros, sans le dire à personne. Et il a fait main basse sur l'orbite basse, en installant complètement ces satellites, en bouchant le terrain. Elon Musk ne s'immisce pas seulement dans la diplomatie spatiale. Quand il s'exprime sur le conflit en Ukraine, c'est pour provoquer Vladimir Poutine en duel. Et ça marche. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en personne, a tenu à remercier Elon Musk. Comme pour un chef d'État, il l'a même invité à venir en Ukraine. So if you have time after the war, you're very welcome. I invite you. Yeah, Sounds good. Well, I look forward to visiting. Quand il dit qu'il veut faire un duel avec Vladimir Poutine et que l'enjeu de ce duel c'est l'Ukraine, bon, on est un peu accablé parce que on lui a tellement répété à Musk qu'il était l'égal d'Iron Man qu'on a l'impression qu'il finit par s'y croire, quoi. Fin avril, Elon Musk annonce qu'il rachète Twitter pour 44 milliards de dollars. À l'image des hommes d'affaires qui achètent des titres de presse, Musk a désormais la main sur un outil de communication bien plus puissant que n'importe quel journal. Cette annonce inquiète jusqu'à la Maison-Blanche. No matter who owns or runs Twitter, the president has long been concerned about the power of large social media platforms, the power they have over our everyday lives, has long argued that tech platforms must be held accountable for the harms they cause. He has been a strong supporter of fundamental reforms to achieve that goal. C'est un utilisateur compulsif de Twitter depuis des années. Il utilise Twitter pour faire ses blagues, pour se constituer un réseau. Il a aboli l'utilisation aux médias traditionnels pour faire passer ses messages en utilisant quasi exclusivement Twitter. Et aujourd'hui, il a une communauté qui dépasse les 86 millions de fans. Et c'est là où le projet d'acheter Twitter paraît avoir un sens particulier. Puisque en étant le propriétaire de Twitter, Elon Musk devient le maître d'un formidable réseau d'influence, d'un formidable outil de lobbying. Elon Musk, c'est un type qui est punk, ce qu'on peut appeler un crypto-punk, c'est-à-dire quelqu'un qui veut établir un monde qui ne répond pas aux normes telles qu'on les connaît. C'est pour ça, quand on parle de sa vision du futur, quand on parle de sa vision de Tesla, quand on parle, et c'est pas du tout négligeable, de sa passion pour les crypto-monnaies, c'est-à-dire trouver un système alternatif, et ben en fait, si on regarde les appétences de tous ces gens-là, de toute cette sphère-là, un peu crypto-punk, bah c'est des gens qui veulent être libres, qui sont souvent libertariens. Un libertarien, c'est quelqu'un qui a une vision extrême du libéralisme. Et ça peut aussi être résumé par une phrase, c'est quelqu'un qui ne veut pas de règles, qui ne veut pas de loi, qui veut pouvoir entreprendre sans entrave. The goal that I have, should everything come to fruition with Twitter, is to have a service that is as broadly inclusive as possible. Where ideally most of America is on it and talking, and having facilitating discussion between people and sharing ideas and
content and creative things, whether they're written or video or podcasts, and just really like, do you enjoy going on Twitter, and not just this sort of a small percentage of people, but a lot of people. Do you find it sort of enjoying, interesting, informative, entertaining? Pendant le confinement du Covid, il a eu des sorties publiques, évidemment sur Twitter, très fortes pour critiquer les lois, les règles de confinement, en disant qu'il ne comprenait pas, en appelant même ses salariés à venir quand même travailler. Au-delà d'un défouloir, Twitter, c'est le seul et unique outil de communication d'Elon Musk et son empire. Aucune de ces entreprises n'ont de vraies sociétés, enfin services de communication officiels. Il s'exprime par Twitter, et sur Twitter, il dit tout et n'importe quoi, mais tout et n'importe quoi, c'est pas toujours n'importe quoi. Le fait qu'il tweete beaucoup, ça lui donne un côté milliardaire proche des gens. Les gens interagissent avec lui, on regarde les commentaires dans Twitter, les gens lui répondent directement, l'appelle Elon, lui donne des conseils sur ses entreprises. Je pense que ça joue énormément, et en plus c'est quelqu'un qui, de par ses idées libertariennes, ne se prive pas de donner son opinion sur la politique, sur l'économie, etc. N'hésite pas à jouer des rôles des codes des réseaux sociaux avec des mèmes, des blagues potaches, et je pense que tout ça contribue à créer, à façonner un personnage qui est celui d'Elon Musk, qui est à la fois l'homme d'affaires hyper sérieux et à la fois le troll incroyable qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, Elon Musk possède la plus grosse fortune du monde, la plus grosse entreprise d'exploration spatiale privée du monde, les plus grandes usines de voitures du monde, le réseau social le plus influent du monde. Est-ce qu'il n'y aurait pas de quoi s'inquiéter ? C'est compliqué de répondre à ça. Est-ce qu'on doit avoir peur d'Elon Musk ? Je pense qu'il y a, plus que d'en avoir peur, il faut s'en méfier. Il faut comprendre que derrière les grands discours autour de la liberté d'expression, on a aussi un milliardaire qui est très contradictoire en certains points. Typiquement, on a eu beaucoup d'échos de tentatives qu'il a pu avoir pour supprimer des comptes Twitter qui lui déplaisaient. On sait que dans ces entreprises, il a certaines difficultés à respecter, on va dire, les droits des travailleurs. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut en avoir peur, mais je dirais qu'il faut prendre en compte l'homme dans sa totalité. C'est bien plus qu'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un, on dit un personnage fantasque, c'est un véritable personnage de l'innovation technologique qui marquera son temps. Plus que l'entrepreneur du futur, c'est plus l'entrepreneur qui sait nous vendre une vision du futur qui est la sienne. C'est vraiment ça. Tout ça, ça a un sens, et le sens final de son projet, on en est beaucoup à être convaincus, c'est créer une civilisation sur Mars, une civilisation ultra connectée. Elon Musk, c'est pas un fou qui risque de détruire la planète. C'est un type qui a une vision, qui n'a pas tellement de limites pour concrétiser cette vision, et après, charge aux régulateurs, aux politiques, d'encadrer cette vision si, à certains endroits, ça pose un vrai problème. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que dans 1, 2, 3 siècles, Elon Musk sera dans les livres d'histoire. Il aura marqué ce siècle de son empreinte. Je pense qu'il faut être très heureux d'avoir dans notre époque un gars comme Elon Musk, parce que au-delà de ce qu'il va faire, il va inspirer toute une nouvelle génération, parce qu'il insuffle en fait un vent de modernité dans tous les sujets, dans la manière de communiquer, dans la manière d'entreprendre, de créer, qui va faire du bien, je pense, à la prochaine génération. Voilà pour ce doc. Faut-il avoir peur d'Elon Musk? Un long format que l'on doit, je vous le rappelle, à Florian Huvier, Athénaïs Keller et Pierre-Oscar Brunet pour bfmtv.com. Merci à eux. Ce qu'il y a de bien avec cette émission Tech et Débat, que vous retrouverez dorénavant régulièrement sur la chaîne Tech & Co, c'est qu'on va plus loin qu'un doc et on va pouvoir commenter un petit peu l'actualité ou les personnalités qui seront évoquées dans ces docs. Et pour évoquer Elon Musk, j'accueille mes 4 invités. Claudia Cohen est avec nous ce soir. Bonsoir Claudia, merci d'être là. Bonsoir, merci. Journaliste au Figaro, Raphaël Grabli, voilà, de la rédaction Tech & Co. Jérôme Colombin, podcasteur bien sûr, fondateur de la chaîne Techno, et puis Luc Julia qui est avec nous. Bonsoir Luc. Bonsoir. Luc Julia, vous connaissez, spécialiste des nouvelles technologies depuis pas mal d'années maintenant, co-papa de Siri, mais aussi patron de l'innovation. C'était chez Samsung il y a encore quelques années, et puis là maintenant tu es chez Renault en tant que directeur scientifique. Tu connais bien ce milieu-là, et j'avais peut-être envie de commencer par toi, Luc, parce que je sais que j'ai cru comprendre que tu
était un peu dubitatif concernant la personnalité d'Elon Musk. Rappelons que tu partages ta vie entre la France et les États-Unis. Hein, tu vis à Palo Alto, pas très loin de la Silicon Valley, même si Elon Musk aujourd'hui ne vit plus là-bas, je crois. Hein. Oui, c'est un de mes problèmes justement avec lui, c'est qu'il a bien profité pendant une bonne vingtaine d'années de la Silicon Valley, et puis depuis 2020, en fait, il a profité pour cracher dessus, comme on a vu dans le doc d'ailleurs, et puis raconter n'importe quoi, et se barrer au Texas pour mettre ses sièges sociaux. Et donc c'est ça que j'aime pas. Enfin, j'ai un problème avec lui qui est purement social. Hein. Donc point de vue personnalité, point de vue technologie, point de vue innovation, c'est un garçon extraordinaire, c'est un innovateur. Hein. Il est très similaire à Steve Jobs pour ça, dans la partie visionnaire. On peut le comparer à Steve Jobs, à ton avis? Oui, je pense. Ouais. Même si c'est Steve Jobs plus, dans le sens où il est beaucoup plus hétéroclite, on va dire. Hein. On voit ça dans les différentes boîtes qu'il a créées et qu'il crée. Donc il est très intéressant pour ça. Mais socialement parlant, il est en fait un produit pur de la Silicon Valley, dans le sens où c'est un adolescent prépubère qui est complètement infect socialement. Il faut quand même être très clair. Ça lui fait un point commun avec Steve Jobs, que tu as connu. Exactement, oui, bien sûr. Hein, et tu m'avais raconté une réunion que tu avais vécue, où tu présentais un produit, je crois. Tu peux vite nous le rappeler, parce qu'elle est toujours impressionnante. Oui, rapidement, on était une jeune start-up, on était tous excités de rencontrer Steve Jobs pour la première fois. Pour moi, c'était en 2003. 2003, hein. 2003, oui. Rappelons, remettons-nous dans le contexte. 2003, l'iPhone n'existait pas, l'iPad n'existait pas. C'était l'iPod. Voilà, l'iPod naissait à l'époque. Ouais, l'iPod était là, la musique, il commençait à révolutionner un peu la musique. Et donc, on lui présentait un produit qui était très intéressant. Que tu avais conçu. Qu'on avait conçu, oui. Et donc, on était très fiers. On avait 1 heure avec Steve Jobs, c'était super. Donc, on a fait notre démo, tout se passait super bien. Au bout d'un quart d'heure, il se lève, il dit c'est de la merde et il s'en va. Donc, c'était moyen comme entrée en matière. Incroyable, incroyable. Bon, ça c'était la petite parenthèse Steve Jobs. Donc Elon Musk un peu dans son monde, etc. Comment il est considéré? Puisque tu vis dans la Silicon Valley, comment est-il considéré, ce gars-là? Est-ce qu'il a ses admirateurs? On le voit aujourd'hui, il a plus de 90 millions d'abonnés sur Twitter. C'est devenu quelqu'un avec une influence incroyable. Influence incroyable. Et donc, il y a yin et yang. Hein, donc, ça veut dire que d'un côté, il y a des gens qui l'admirent, et de l'autre côté, il y a des gens qui l'aiment pas. Le problème, c'est que c'est vraiment le public de la Silicon Valley est spécial. Hein. Il faut comprendre qu'il y a 21% plus d'hommes que de femmes dans la Silicon Valley, très jeunes en général. Donc, quand je parlais d'adolescents prépubères tout à l'heure, j'étais pas loin. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même un problème dans cette Silicon Valley vis-à-vis des femmes en général. Et donc, c'est pas un bon endroit pour les femmes en général. Hein. Oui. C'est-à-dire que pour la tech d'une manière générale, qu'on soit en Silicon Valley ou partout dans le monde, il y a encore un déséquilibre. Ce déséquilibre est énorme. Et donc, du coup, les blagues un peu grasses, enfin tout ce qu'il aime bien faire sur Twitter, justement, régulièrement. Récemment, là encore, la création de son institut technologique de sciences au Texas, qui s'appelait Texas Institute of Technology and Science, TITS. Ce qui veut dire saint, nichon, enfin ce que vous voulez. Donc ça a beaucoup fait rire les prépubères. Bon, ça a fait moins rire les femmes qui en ont marre de subir ces attaques permanentes. Enfin bon, donc l'ambiance est moyenne. Et ça, juste ça, socialement, c'est pas acceptable. Et il en fait tout le temps comme ça, et c'est fatigant. Cela dit, il est en train de révolutionner le monde, ce gars-là. On est d'accord ou pas? Est-ce que tu es d'accord avec cette définition? Donc, l'espace, la voiture électrique, Twitter, là, peut-être... voilà, on parle même en fait, d'homme augmenté. Hein, il est dans... Les robots. Voilà. Les robots, avec son Tesla Man, là, qui était super rigolo, c'est ce qu'il fait avec Neuralink pour pouvoir... Qu'est-ce qui t'impressionne le plus, en fait? En fait, rien. C'est ça mon problème, c'est qu'il ne m'impressionne pas du tout, justement à cause de cette face que je ne supporte pas. Et donc, du coup, et puis il faut quand même se mettre dans le contexte. Comme Steve Jobs, il a des équipes. Et c'est ces équipes qui sont extraordinaires quand même. Il est capable de choisir des gens fabuleux qui ne tiennent pas longtemps. Hein. C'est-à-dire qu'à cause de ce problème qu'il a social, ils ne tiennent pas non plus très longtemps. Mais il a des équipes extraordinaires, il peut les payer. Donc il s'offre les meilleurs scientifiques qui puissent exister, et donc il fait créer des choses extraordinaires. Il a une vision
elle est appliquée. Et il l'a fait exécuter par les très ses bons collaborateurs. Voilà, par les très bons. Mais ces visions sont des fois, un peu comme Steve Jobs aussi, des fois pas les bonnes. Hein. C'est-à-dire que des fois, ces équipes aussi disent, attends, calm down, ce que tu dis, c'est quand même du grand n'importe quoi. Il y a plein d'histoires chez Tesla qu'on peut raconter ou pas, Alors, garde-en sous le pied. On va regarder. Raphaël, est-ce que tu es d'accord avec Luc Julia? Est-ce que tu aimes le personnage Elon Musk? Ça dépend des jours. Il y a un jour où je le trouve incroyable, il y a un jour où je le trouve insupportable. On va dire 2 jours sur 3 insupportable. Et moi, ce que je trouve impressionnant, c'est pas tellement ces boîtes Tesla et SpaceX qui sont des succès énormes, c'est vrai, mais qui sont des belles boîtes qui ont, à mon avis, des valorisations notamment pour Tesla, qui n'ont ni queue ni tête. Moi, ce que je trouve beaucoup plus impressionnant, c'est Starlink. Pour moi, c'est la boîte d'Elon Musk qui peut-être, quand tu parles de changer le monde, pour moi, s'il y a une boîte qui peut changer le monde, c'est Starlink. C'est-à-dire vraiment connecter tout le monde par satellite, où qu'on soit, à des tarifs très accessibles, parce qu'on peut mutualiser cette connexion. Et pour moi, le projet, si on devait retenir le projet d'une vie d'Elon Musk, pour moi, ça devrait être Starlink. Voilà, Tesla, c'est une très belle boîte, ça reste des bagnoles électriques. D'autres le feront mieux que lui, je pense. Ce qui restera dans l'histoire, à ton avis, c'est plus Starlink si ça réussit. Si ça réussit, à condition que ça aille au bout. Voilà, parce que le problème d'Elon Musk, c'est aussi qu'il dit des choses incroyables dans 5 ans, dans 6 ans, et puis tous les 5 ans, il retarde. Alors oui, le modèle 3, on a cru que ça arriverait jamais, c'est vrai que c'est arrivé, mais bon, ça reste une boîte d'automobile. Voilà, mais vraiment, c'est vrai que pour le moment, en produit révolutionnaire, Elon Musk n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il a fait des choses à des coûts, c'est vrai... Il a quand même inventé le lanceur qui revient tout seul, excusez-moi, mais c'était quand même en termes d'espace. Bien sûr. Non, mais je suis d'accord, mais ça ne change pas le quotidien des gens. C'est-à-dire que oui, économiquement, ça change la donne pour la conquête spatiale parce que ça baisse drastiquement le coût de la conquête spatiale. Mais après, d'ailleurs, le point commun entre Tesla ou SpaceX, c'est que Elon Musk, il a quand même créé des boîtes qui étaient des appâts à être publiques. Et ça, pour un libertarien, je trouve ça un peu étonnant de créer des boîtes qui vivent et dont les bénéfices vivent exclusivement, pendant un moment ou un long moment, des aides publiques, alors qu'on se prétend libertarien. Ça, c'est le côté... Notamment avec la NASA, qui a... Oui, Elon Musk sans la NASA, ça n'existe pas. Et pareil, Tesla sans les crédits carbone, ça n'existe sûrement plus. Après, c'est vrai que la NASA se tourne vers un Elon Musk qui a une expertise spatiale. Là-dessus, mais c'est juste que derrière... Oui, ça te fait sourire. Non, moi je l'appelle le libertarien du dimanche. C'est-à-dire qu'il est libertarien uniquement pour faire le malin sur Twitter, c'est tout. Mais par contre, pour moi, la boîte d'Elon Musk qui peut vraiment changer le monde, c'est Starlink. Tesla, c'est des bagnoles très bien, mais ça restera des bagnoles. SpaceX, c'est la conquête spatiale. On est tellement loin encore de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que si son objectif, c'est Mars, pour le moment, on est quand même assez loin. Donc voilà, pour moi, c'est Starlink. Claudia, Jérôme, prépare tes arguments parce que ça ne va pas tarder à arriver. Claudia Cohen, donc... Moi, ce que j'ai toujours trouvé fascinant, et même sur une boîte comme Tesla, c'est la capacité d'Elon Musk à pousser l'agenda public. C'est-à-dire que même si Tesla, on dit ça reste des voitures, je pense que le succès de Tesla a entraîné derrière une vague de mode autour de l'électrique qui plaît aux gens et qui a poussé des constructeurs automobiles plus classiques à accélérer l'agenda sur l'électrique. Sur le spatial, on voit que en fait, la concurrence directement d'Elon Musk, donc du privé dans le spatial, a aussi poussé les États à accélérer l'agenda spatial. Donc, ce point, je trouve ça assez intéressant parce que pour moi, justement, il y a les personnes qui ont une vision, il y a ceux qui savent l'appliquer et il y a ceux qui savent l'appliquer d'une façon où ces choses-là s'accélèrent. Et toutes les boîtes qu'a Elon Musk fait que toutes ces questions s'accélèrent. La boîte aussi qu'on va retenir peut-être, ce sera Neuralink. Pour l'instant, on est plutôt sur des essais. Alors rappelons ce que c'est. C'est le fait de poser des implants dans le cerveau pour redonner de la mobilité à des personnes qui sont aujourd'hui handicapés, par exemple. Il y a tout un tas d'expériences. Pour aller plus loin, je pense que l'idée, c'est quand même celle de l'humain augmenté. C'est ça. Et je pense que rien que ça pousse les États à se dire, il y a des expériences qui sont faites, dans quel cadre aussi on peut les encadrer, dans quel cadre tout cela est éthique. Et pour moi, c'est ça Elon Musk. C'est quelqu'un qui vient mettre sur la table des idées, des choses qui sont peut-être pas réalisables à l'instant T, mais qui verront le jour dans quelques années et qui poussent le monde et les
les citoyens à imaginer ce futur. Il y a ça, et aussi si on peut le comparer à d'autres géants de la tech comme Steve Jobs, moi ce que je trouve particulièrement fascinant avec Elon Musk, c'est sa capacité à être connecté à sa communauté. Là, on parle de Twitter parce qu'il a une grande influence dessus, mais Elon Musk, rappelons-le aussi, c'est un très grand utilisateur du réseau Reddit, où il y a des énormes communautés qui débattent sur des sujets. Très spécialisés. Très spécialisés, et je trouve ça assez novateur par rapport à d'autres figures qu'on connaît du grand public. Il met les mains dans le cambouis, c'est ça? Il met les mains dans le cambouis, il va tester ses idées auprès du public, ce qui en fait une figure d'exception. Et pour reprendre le point par rapport au public, ce qui fait que Elon Musk a une personnalité qui est reçue à la Maison-Blanche, qui a été reçue par Donald Trump, par d'autres, c'est le fait que son arrivée dans le spatial est vue aussi comme une menace en fait, pour les États. Et donc, ça lui apporte une certaine respectabilité que d'autres n'ont pas. Donc, c'est pour ces deux points vraiment que je trouve que Elon Musk est assez fascinant, et sa personnalité également. Jérôme, tu suis l'actualité tech depuis pas mal d'années maintenant. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Elon Musk dans on va dire, l'évolution de la tech depuis ces 15-20 dernières années? Mais non, il n'y en a pas beaucoup, on le sait tous, et c'est ça qui fait la particularité d'Elon Musk, c'est un personnage de roman, de photo, il est hollywoodien ce mec. C'est incroyable. Alors, tu posais la question à Raphaël de savoir s'il était, c'était utile ou pas, ou bien ou mal, ou est-ce qu'il a changé, est-ce qu'il a révolutionné? Non, voilà, exactement. Il n'a pas vraiment révolutionné des choses, mais Elon Musk, c'est typiquement le type aussi dont il faut se demander c'est le truc qu'il faut séparer l'artiste de l'œuvre en fait. Hein. Et c'est vrai qu'il a un côté très déplaisant. Extrêmement déplaisant par moment, mais il est utile, il est nécessaire. Utile, je ne sais pas, mais en tout cas, il est nécessaire dans cette espèce de storytelling de la tech. Mais imaginez le paysage technologique aujourd'hui s'il n'y avait pas Elon Musk. Ouais. Mais ce serait sinistre. On s'emmerderait, on n'aurait que des pros du marketing qui nous vendraient des nouveaux produits avec des pseudo-révolutions, et on n'aurait pas ce côté, toutes ces aspérités, tous ces délires, toutes ces saillies qui ne tiennent pas la route parfois, etc. Et c'est vrai qu'on peut le détester, Alors, il y a un caractère très particulier, moi je ne le connais pas intimement, mais on voit bien que ce type-là est un peu bizarre, et je crois qu'il a eu une enfance difficile à l'école. Il était... Je crois qu'il a le syndrome d'Asperger. Et en plus, voilà, il a le syndrome d'Asperger. On le disait d'ailleurs dans le doc, hein, il est légèrement autiste. Voilà, qui est typiquement la signature des génies, très souvent. Tout à fait. Mais avec un comportement social des gens qui ne discutable, on va dire. Qui ne savent pas communiquer. Luc, juste, tu voulais nous parler tout à l'heure de Tesla. Pourquoi tu as des petites anecdotes à nous raconter là-dessus? Il a révolutionné quand même l'industrie automobile. Le fait de mettre à jour des véhicules en 4G, maintenant, toi qui travailles chez Renault, c'est quand même une révolution qui faisait rigoler tout le monde il y a encore 10 ans. C'est vrai que c'est important. Mais pour revenir à Tesla rapidement, et donc ce que racontent ces ingénieurs et les gens qui ont travaillé avec lui avant, une des anecdotes par exemple, c'est sur le modèle X, donc, qui est sorti après le modèle S initial, enfin la deuxième voiture. Il ne voulait pas mettre de volant. Dans la voiture, il ne veut pas mettre de volant. Il ne voulait pas de volant. Il avait dit à ses ingénieurs, d'ici là, il y aura autonomous driving, donc la voiture autonome existera. Donc les mecs, construisez-moi une voiture sans volant. Inutile de dire que les gars, ils ont fait 2 voitures, une pour Elon Musk sans volant et une avec un volant. Et puis finalement, au bout de 2-3 ans, ils ont réussi à lui dire, écoute, tu vois, finalement, c'est pas arrivé, il faut peut-être prendre le plan B. Donc, enfin, c'est tout ça pour dire que des fois, ils poussent un peu le bouchon, ce qui est... Encore une fois, bien, hein, comme on l'a dit, je veux dire, il faut pousser le bouchon pour arriver à faire quelque chose. La révolution n'arrive pas en faisant des trucs comme tout le monde. D'accord ? Donc c'est vrai que c'est intéressant, ce côté visionnaire, ce côté un peu timbré est intéressant. Le côté un peu timbré est intéressant. J'espère qu'il ne regardera pas ça depuis son usine Tesla. Depuis sa Tesla. Enfin, voilà, ou depuis sa Tesla, bien sûr. Ce que tu disais, Claudia, moi je trouve que c'est hyper important, c'est-à-dire que c'est lui qui a dépoussiéré l'électrique. On pensait que l'électrique personne n'avait envie d'utiliser une voiture électrique, et il a rendu la voiture électrique sexy. Et quand je dis sexy, c'est pas du sexisme de dire ça, c'est parce que lui, au sens propre, quand on regarde les modèles, ça fait sexy, c'est S. Alors 3, c'était le E, mais c'était déjà pris par Ford, X et Y. Et c'était sa vraie volonté, c'était, selon Elon Musk, de rendre l'électrique sexy. Et là-dessus, tu as totalement raison, il a réussi. C'est-à-dire que la voiture électrique, personne n'en voulait vraiment, et maintenant, il a déblayé le terrain, et tout le monde veut faire de l'électrique. Maintenant, je pense que le problème, c'est que les autres feront peut-être mieux que lui. Alors,
Il y a la question des batteries, c'est très spécifique. Les batteries, ça va être plus compliqué. Mais sur les voitures, aujourd'hui, quand on regarde une Tesla, c'est moins bien fini beaucoup de voitures électriques qui sont européennes notamment. Et donc maintenant, le marché de l'automobile, c'est un marché très différent, où il faut faire des voitures différentes pour les US, pour l'Europe, pour la Chine. C'est ce qu'il est en train de commencer à faire avec les Gigafactories. Mais c'est le début, c'est seulement le début. Donc il a fait, entre guillemets, le sale boulot, c'est-à-dire le boulot le plus difficile, qui est de rendre la voiture électrique sympa pour les gens. Mais maintenant, c'est le vrai début de la concurrence. Claudia, alors, je pense quelle est l'innovation qui te bluffe le plus, en fait, d'Elon Musk? Moi, je pense que ce qui est le plus intéressant et concernant, c'est les problématiques de privatisation de l'espace. Là, on voit, je crois qu'il a mis 2000 satellites en orbite. Je lisais une interview récente qu'il avait donnée à la presse américaine. Il souhaite en mettre 40 000, ce qui est beaucoup. Ouvrir donc le monde entier en Starlink, en fait, en Internet au début. C'est ça, c'est ce qui m'impressionne le plus, parce qu'on est en train de se rendre compte que les pouvoirs publics sont en train de se dire, finalement, cet espace pourrait être colonisé par des acteurs privés et par une poignée aussi de milliardaires. Et finalement, l'homme le plus riche du monde. Parce que Jeff Bezos est sur le coup aussi, enfin bon, voilà. Exactement. Donc moi, à titre personnel, c'est tout ce qui se passe dans l'espace qui m'intéresse le plus. Jérôme, pour conclure, quelle est la facette d'Elon Musk, ou en tout cas l'innovation qui te bluffe le plus? Oui, c'est l'après. Qu'est-ce qu'il va pouvoir inventer? Je sais que pendant longtemps, tu as rêvé d'avoir une Tesla. Après, tu es passé à autre chose. Mais... Oui, j'en suis bien revenu. Parce qu'effectivement, il a dépoussiéré, mais ce n'est pas les meilleures voitures du monde. Hein. Et puis les finitions sont pas top. Elle n'est pas du tout adaptée aux villes européennes. Enfin bref. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est quoi le prochain Elon Musk? C'est-à-dire, ça va être quoi son prochain délire? Et puis, comment il va vieillir? Comment ça va évoluer tout ça? Est-ce que ce sera que, finalement, il restera des choses pas terminées? Ou bien il a encore des choses dans sa besace, il va encore nous faire rêver, il va encore partir dans une autre direction. Mais après, il faut revenir, et ça me revient tout d'un coup ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il n'a pas inventé l'iPhone, Elon Musk. Non, il n'a rien inventé qui a changé notre vie au quotidien. Je pense qu'il doit le regretter. Voilà, donc il a encore le temps de le faire, mais on va voir s'il le fait ou pas. Merci en tout cas à tous les trois. Merci pour ce petit débrief. Je trouve ça très sympa d'avoir un doc. Et puis après de débriefer comme ça et de revenir. Alors là, c'était Elon Musk, ça pourrait être d'autres personnalités. Et autant vous dire que dans la tech, il y en a quand même quelques-unes. Il y a aussi des tendances, des actualités aussi qu'on pourra détailler et approfondir dans ce nouveau rendez-vous que vous retrouverez donc sur la chaîne Tech & Co, Tech et Débat. Merci de nous avoir suivis. Merci à Claudia Cohen, Raphaël Grabier, Jérôme Colombin et puis Luc Julia qui étaient avec nous aussi. On se retrouve très vite et merci de découvrir aussi cette nouvelle chaîne Tech & Co. À très bientôt.